Vous êtes bien sur Street Day, 19h-22h sur Radio RGB. Je suis avec la team Street Diamond comme d'hab. On est bien. Manu, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Donc, comme d'habitude, invité de qualité. Mais grave. Ça fait vachement plaisir. Tu m'étonnes. Elle nous a fait l'honneur, le plaisir de venir. Hein? Elle est là, dans le building. Oui, je suis là. Nadine Mateki, s'il vous plaît, faites du bruit. Le Congo est dans la place. Le Congo Kitoko. Il y a aussi Kelly, elle est là en mode silencieuse. Hein? Notre CM est dans le building. Kelly, welcome. Merci. Donc on a pas mal de choses à se dire avec Nadine. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous allez me poser comme question? J'ai dit t'inquiète pas, t'es sur Street Diamond. On a pas mal de choses à se dire. Et surtout, on va déjà décrire parce qu'on commence par la base, hein, la base de chez base. Donc, tu es styliste capillaire, Nadine. Oui. Artiste maquilleuse, directrice artistique. Donc, c'est important de dire ça parce que même si c'est chaque libellé, c'est important parce que c'est vraiment des casquettes différentes et les gens s'en rendent peut-être pas compte ou peut-être pas assez compte. C'est-à-dire que tu peux être une personne qui a fait une coiffure de ouf. Si on te demande de faire une coiffure de ouf et te contenter de ça, exactement. Tu peux être une maquilleuse de ouf si on te demande de maquiller. Voilà, mais de face. Exactement. Mais tu peux aussi être la personne qui chapeaute tout ça, qui gère tout ça, tous ces aspects-là, voilà. Qui donne une direction. Qui donne une direction, effectivement. Donc, moi, de temps en temps, on m'appelle en tant que coiffeuse, en tant que maquilleuse, en tant que directrice artistique. Et donc, je porte plusieurs casquettes, quoi. Donc, je suis obligée de pouvoir gérer... Enfin, il faut que je sois obligée de gérer plusieurs personnes en même temps. Parce que, voilà, l'ego de chacun aussi, parfois, c'est un problème. L'ego. Mais voilà, toujours... L'ego, encore toujours. Encore et toujours, voilà. Eh ben Nadine, on a dit ce que tu faisais. Qu'est-ce qui t'a... Parce que j'ai pas dit hein, comme ça, mais Nadine, elle a travaillé avec des personnes super sympatoches. Hein. Tu m'étonnes. N'allez pas voir son CV, hein, vous allez flipper. Hein. Donc Nadine, elle a taffé avec les joueurs de l'équipe de France de basket. Exact. T'as joué aussi t'as fait aussi avec des basketteuses connues et aussi. Puis Sandrine Gruda, la basketteuse de l'équipe de France. Hein, comment on les appelle déjà les braqueuses. Les braqueuses, exactement. Donc je m'occupe de Sandrine Gruda et qui joue maintenant pour la Turquie. Voilà. Et je maquille aussi pas mal de sportifs, tels que là récemment j'ai bossé avec Anissa, une boxeuse talentueuse qui a gagné récemment aux États-Unis et qui peut vous mettre une patate et vous coucher en une seconde. Mais hyper glamour aussi parce qu'elle a vraiment ce côté championne féroce et ce côté très glamour aussi. Donc comme quoi la femme peut avoir plusieurs personnages. Ok. Et si je te dis Césaria Evora, Tyra Banks, Raphaël Sadi, Rita Ora, Issa Maïga, Awali, Garou, Ginali, Kelly Rowland, Lenny Kravitz, Usher, Alicia Keys, Matt Pokora, Amel Benchheim, Didi Bridgewaiters et plein d'autres encore. Ah, vous avez cherché là. Il y a China aussi. China aussi. J'ai fait exprès de passer à China, j'allais tomber par terre. Quand j'ai dit son nom, je tombe par terre. Laisse-moi tranquille. Il y a Jasmine Sullivan aussi. Je suis tombé par terre avant de dire le nom aussi. Non, je rigole, il y a encore plein de gens derrière. Il y a encore énormément de gens derrière. Bon, que j'oublie parfois les personnes avec lesquelles j'ai bossé tellement. Il y en a beaucoup, quoi, en fait. Et c'est tout un honneur pour moi, c'est un honneur. Alors, qu'est-ce qui t'a mis les pieds à l'étrier? Par quoi tu as commencé? Tu as commencé par la coiffure ou tu as commencé par le maquillage? Qu'est-ce qui t'a lancé? Quel est le commencement? Le commencement déjà, c'est depuis mon enfance. Je coiffe depuis l'âge de 8 ans. J'ai appris à coiffer avec ma grand-mère qui me laissait pas aller jouer avec mes cousines. Elle me disait viens t'asseoir là, allez viens me coiffer. Donc elle m'a appris beaucoup de choses dans les coiffes traditionnelles qu'on voit un peu partout en ce moment, qui reviennent vraiment à la mode, les coiffures faites avec le fil.
Soit c'est un fil ordinaire ou soit c'est un fil de nylon. Ok. Et c'est cette coiffe-là que ma grand-mère m'a appris à faire quand j'étais gamine, et elle m'a appris d'autres techniques aussi, les différents styles de nattes aussi. Et donc depuis l'âge de 8 ans, je coiffe. Donc, et puis donc aujourd'hui, j'en fais mon métier. C'est une passion qui vient de très très loin. Elle m'a transmis cet amour-là du cheveu et un savoir-faire qu'aujourd'hui, je la remercie tous les jours. Je lui dédicace tout mon travail, toutes mes coiffes. Et ben, tu vois, comme quoi il y a tout un commencement, et le commencement il est beau, surtout quand on prend aussi le pli comme ça avec les anciens. Mais un truc qu'il faut dire, c'est que mine de rien, tout ce que tu as appris t'a beaucoup servi. En plus, on voit, comme tu disais auparavant, le retour comme ça, le comeback de pas mal de styles de coiffe qu'on a vu du passé, entre guillemets, bien sûr, de notre histoire, et qui est valorisé maintenant. Oui, c'est beaucoup valorisé aujourd'hui parce qu'il y a vraiment, comme tu disais, un comeback, et c'est bien qu'on ait ce retour-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser vraiment nos cheveux naturels, like is so beautiful. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est. La peau qu'on a, il faut qu'on arrête de s'éclaircir les peaux. Il faut qu'on arrête de nous... Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Mais arrêtons, quoi. Arrêtons de nous dévaloriser. Il faut vraiment qu'on s'assume tel qu'on est, qu'on s'aime tel qu'on est. Parce que si toi, tu le fais pas, personne d'autre ne le fera. Donc, voilà, c'est ma politique. En plus, t'as empêché quelqu'un de se dévaloriser un peu plus qu'elle l'avait déjà fait aussi. Ramayad avec son maquillage, tu lui as sauvé la vie. Il sort des blazes. Toi, tu sors des blazes comme ça. Non, mais c'est pas bien. Ramayad, laisse-moi te dire un truc. Avant le blackface, il y avait le whiteface. C'est de ta faute, on le sait tous. Là, franchement, Ramayad, j'avoue, son make-up, il était pas top, quoi. Et j'ai eu cette chance-là, on va dire ça, on m'a appelé un jour, on me dit, Nadine, elle a besoin de faire une cover, un article dans un magazine qui s'appelle Diva Mag. On a besoin de toi, faut que tu viennes la maquiller, la coiffer. J'ai accepté avec un grand honneur parce que je me suis dit, je vais changer son image. Et pour elle aussi, elle était agréablement surprise quand elle s'est vue. Elle s'est dit, waouh, je suis belle. Ben oui, madame, vous êtes belle. En plus, vous avez une peau super belle. Une peau ébène, mais elle a un teint, mais laisse tomber, elle fait des envieuses, quoi. Bon, moi, personnellement, quand j'ai vu sa peau, mais je me suis dit, j'aimerais bien être bien belle, bien foncée comme elle, parce qu'elle a une très, très belle peau. Mais elle sait pas la mettre en valeur parce qu'elle sait pas se maquiller. C'est peut-être une technique comme ça qu'elle a. Ouais. Camouflage, je sais pas. C'est parce qu'elle se maquillait, elle mettait la crème 2 jours après. C'est pour ça que... Manu. Ah là, le Dorlis frappe encore. Et du coup, franchement, la cover, elle a eu énormément de succès. J'ai eu énormément de messages. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'envoyaient des messages d'encouragement et tout le reste, mais les meilleurs commentaires, c'était il faut la payer à vie. Je crois que j'ai envoyé un commentaire comme ça. Faut la payer à vie, celle-là, elle mérite de s'installer à l'Élysée. C'était vraiment des commentaires qui faisaient bien rire aussi. Et à côté de ça, entre ceux qui étaient contents du travail et d'autres qui disaient oui, elle fait honte à la France et tout le reste. Mais arrivé à un moment, il faut qu'on arrête aussi, quoi. Faut qu'on arrête, nous les blagues des noirs, de se tirer dessus. Parce que tant qu'on se tire dessus, on va jamais avancer. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je me permets de relancer les auditeurs en sachant que, comme tu es une personne très disponible, qu'ils n'hésitent pas à poser les questions sur l'Instagram de Street Diamond. Voilà. Et tu te feras un plaisir d'y répondre. Ouais, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aller sur l'Insta de Street Diamond, comme on l'a dit, et vous pouvez poser vos questions à Nadine Mateki qui est dans le building. Donc déjà, il y a une autre chose pour revenir sur un petit peu... Qu'est-ce qui t'a lancé d'abord? On va revenir après sur Ramayad et tout ça. Qu'est-ce qui t'a lancé justement dans le make-up? Le make-up, ça a commencé bêtement en fait, pas bêtement, et ce sont les hasards qui ont fait qu'aujourd'hui je commence à maquiller pas mal d'artistes. À l'époque, en fait, je me souviens, je m'occupais de Lady Sweetie, qui était une chanteuse de dancehall. C'était ma voisine à l'époque, j'habitais Pierrefitte. Yeah.
Celle qui chantait donne-moi un Willman. T'étais à côté de chez moi. Voilà, j'habitais Pierrefitte parce que moi je viens de l'Oise à la base. Hein. Je viens du 60 et après j'ai atterri à Pierrefitte par amour, hein, parce que t'es amoureuse, genre. Bon bref. Souvent c'est comme ça. Hein. Même quand on visite la France, on va à gauche, à droite. Hein. En France, à part si tu fais un taf, tu vois, dans le marketing tout ça, tu nous la fais pas à l'envers. On sait que tu vas là-bas pour une go, hein, gars. Donc j'ai habité à Pierrefitte avec mon amoureux et j'avais comme voisine Sweetie, Lady Sweetie. Et sa manageuse de l'époque était Nathalie Vaubien. Donc c'est grâce à Nathalie Vaubien que j'ai rencontré Sweetie. Je coiffais Sweetie et un jour elle avait un shooting. Elle m'a demandé de l'accompagner sur le shooting. Bah vraiment à l'époque je savais pas ce que c'était un shooting. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Elle me dit non, c'est une séance photo. On va me photographier pour une pochette d'album. Est-ce que tu peux venir pour que tu puisses faire la coiffure sur le champ? J'ai dit ok, il y a pas de souci. Donc j'ai été faire le shooting avec elle. Et arrivé, j'ai rencontré une maquilleuse, Vali, qui a vu mon travail. Elle était complètement époustouflée par mon taf. Et elle m'a dit non mais ce que tu fais c'est juste extra. T'es avant-gardiste. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que ça te dit de m'accompagner sur différents travaux et tout le reste? Je fais ouais, je veux bien, je veux tester quoi. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé par maquiller Sweetie. Après j'ai coiffé Sweetie. Après de fil en aiguille, j'ai commencé à maquiller des artistes comme à l'époque qui je maquillais à l'époque. J'ai fait tous les rappeurs quoi. Là maintenant qui reviennent là. Les mecs secteur A par exemple. Secteur A et tout le reste. Ouais. Voilà, donc je les ai tous maquillés, j'ai maquillé et après voilà, j'ai continué quoi. Je sais pas par où. Mais justement dans ton parcours, donc du coup ça s'est fait comme ça, mais nous on sait, tu vois, par rapport aux invités qu'on a reçus dans cette émission-là, c'est que, et par rapport à nos rencontres, on sait que les formations, au niveau de la formation, il y a un genre de trou. Non, mais il y a un genre de trou, que ce soit dans le maquillage et que ce soit aussi au niveau capillaire. C'est-à-dire au niveau capillaire, juste ça n'existe pas. Tu viens, on te parle de tresses et tout, etc. C'est difficile pour eux. Et dans le maquillage, maquiller une peau blanche, ok, mais souvent on se rendait compte que jusqu'à très récemment, quand un artiste devait se faire maquiller par la maquilleuse qui était souvent blanche, et elle le maquillait à la ramayade. Exactement, elle ressortait grise. Mais aujourd'hui les choses ont bien changé, hein, heureusement d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui il y a des écoles qui sont là, qui ont vu le jour. Aujourd'hui, il y a des écoles qui ont vu le jour et qui existent, hein, où on apprend à coiffer le cheveu noir. Et c'est ce qui manquait à l'époque, moi, quand j'ai fait une école de coiffure aussi, parce que par la suite, je me suis formée, j'ai fait une école de coiffure, j'ai fait une école de maquillage aussi. Parce que quand c'est comme ça, on a toujours besoin d'apprendre aussi, même si on est autodidacte, mais on a besoin d'avoir la base. Et la base solide, c'est vraiment d'aller à l'école. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est vraiment un parcours atypique. Parce que j'ai commencé en tant qu'autodidacte. Après, j'ai fait une école. Mais après, quand je suis arrivée à l'école, je me suis rendu compte, en fait, que quand j'arrivais, il y avait que des têtes blanches à coiffer, à faire des brushings, des mèches. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et quand il y avait une cliente noire qui arrivait, automatiquement, on me l'a dédiée. On me dit, oh, bah tiens, Nadine, t'es noire. Bah tiens, coiffure noire. Et personne ne savait gérer le cheveu noir. Et parfois, les profs venaient me voir pour me demander comment on faisait pour dompter le cheveu. Dompter le cheveu afro. Donc après, bon, ce sont les choses qui sont arrivées. Et puis aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup d'écoles spécialisées pour les cheveux afro qui ont vu le jour, qui voient le jour aujourd'hui. Donc c'est super. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi. Et puis pour la génération future et tout le reste, quoi. Mais tu sais, tu me parles de tout ça et c'est super intéressant. À l'époque où toi, tu as commencé en tant qu'autodidacte, et aujourd'hui encore un peu il y avait aussi cette vision qu'avaient les gens de dévaloriser
le cheveu noir. Ah non, mais comme ça, tu as dit sûr. en formation, tu entendais dompter. C'est toujours il y avait le documentaire de Chris Rock, Good Hair. Good Hair. Tu vois, il y a tout ça en fait, les beaux cheveux. Non, mais en fait, c'est une histoire qui vient de très loin aussi. Hein, c'était à la période de la colonisation. Où on nous a fait comprendre que les critères de beauté, c'était la beauté occidentale avec son cheveu lisse et tout le reste. Donc c'est ce qui est resté aussi dans nos têtes, dans certaines têtes de certaines personnes, alors que vraiment... pour moi, il n'y a pas un critère de beauté, quoi. Chacun a sa beauté, chacun a son cheveu, chacun a sa peau. Chaque personne est belle. Donc, on n'a pas besoin de dire que telle personne est plus belle que l'autre, surtout au niveau de la couleur de peau. Mais en plus, quand on regarde bien, notre couleur, elle est envieuse, hein. Donc, Mais grave. Et justement, parce que nous, on arrive, Manu Dorlis, les gens peuvent constater sur notre site streetdiamond.fr les photos qui sont faites et on peut constater comment Manu Dorlis magnifie la peau noire et l'importance aussi que ça a pris par certains photographes. Il y a d'autres photographes aussi qui font ce travail, des photographes très talentueux, mais avant il fallait blanchir tout ça. Ah oui, non, mais jusqu'aujourd'hui il y en a aussi, il y en a certaines, je citerai pas de nom parce que je vais pas me faire des ennemis, hein, parce qu'il y en a des pros intel. Il y en a, quand on voit les photos aujourd'hui, elles sont plus noires, elles sont métisses sur les photos, donc à un moment faut arrêter aussi, hein. Voilà. C'est aussi le débat qu'il y avait souvent par rapport à Beyoncé. Les gens ils comprennent pas sa carnation. À chaque fois ils regardent des photos, ils disent oui là c'est blanchi, là c'est on comprend pas. Mais il y a aussi tout le jeu d'infographie aussi derrière. Des fois il y a pas mal de choses. Et justement on se rend compte que si Beyoncé passe dans un magazine pro-black, elle va être plus noire et tout, etc. Si elle passe dans je sais pas moi, Vogue Magazine ou truc comme ça, elle va être blanchie, quoi. Elle va être blanchie, quoi. Ouais, c'est en fonction des personnes qui vont avoir le magazine. Mais en général, on aime bien. C'est comme là récemment, Lupita, elle a fait une cover d'un magazine Grazia, je sais plus si c'est Italie ou je sais plus quel pays. Ils ont retiré son afro. En fait, elle avait fait une coiffe Lupita Nyong'o. Ouais. Et quand ils ont sorti l'affiche du magazine, ils ont retiré l'afro qu'elle avait sur la nuque. Donc, et ça fait tout un scandale. Parce que, elle a super mal pris. Et voilà, c'est toujours ce truc-là de soit blanchir la peau, soit enlever vraiment le signe qui fait que, voilà, on a ce côté, un signe afro, quoi. Et justement, toi qui as commencé à un moment, à l'époque, il n'y avait pas encore le maquillage, genre maquillage d'Imani, la marque, à l'époque elle a lancé, il n'y avait pas encore Rihanna qui avait sorti sa gamme. Et justement, comment tu faisais, justement, tu arrivais à trouver ce que tu voulais? Comment tu as fait parce que quelque part, tu as dû décider d'une palette et rechercher cette palette, parce que pour le fond de teint, etc., c'était chaud, surtout à l'époque, encore plus à l'époque, de trouver les couleurs correspondantes à la peau. À l'époque, en fait, c'est vrai que c'était dur de trouver du make-up qui correspondait vraiment aux peaux noires. Soit tu le faisais importer, hein, tu le commandais aux États-Unis, parce que là-bas ils sont toujours en avance, hein, par rapport à nous. On a des wagons de retard. Donc du coup, soit tu faisais venir tes produits, et sinon ici aussi on avait des marques comme Fahrenheit. C'était ça, Fahrenheit. Fahrenheit, à l'époque c'était Fahrenheit qui existait, donc on utilisait, parce que c'était limite les seuls produits qu'on trouvait ici en France qui allaient bien aux peaux black. Et beaucoup de femmes noires ont utilisé du Fahrenheit, hein, et c'est ce qu'elles utilisaient pour se maquiller. Ok, et donc toi c'est un petit peu comme ça que tu arrivais à jouer. Voilà, et moi c'est comme ça que j'arrivais à jongler parmi tous les petits produits qu'on pouvait avoir, parce qu'à l'époque on n'avait pas des marques qui étaient dédiées à la femme africaine, à la femme noire. Et aujourd'hui, il y en a partout, quoi. Tout le monde s'y met parce qu'ils ont compris que voilà, le marché cosmétique et tout ça, la femme noire elle dépense, hein. Elle peut acheter des 2 fonds de teint à elle toute seule, parce que voilà, elle a des 2 incarnations, donc du coup elle veut prendre 2 fonds de teint pour pouvoir les mélanger, alors que voilà, la peau blanche, c'est soit t'as une peau rose, soit tu t'es un peu jaune, donc voilà.
Et la peau noire, elle a besoin parfois d'avoir plusieurs fonds de teint pour pouvoir faire des mélanges et avoir la teinte qu'il faut. Donc la femme noire dépense énormément. Que ce soit dans les produits capillaires, que ce soit les produits cosmétiques, c'est affolant, quoi. Et donc, ils ont compris que le marché était important pour nous. Et pour eux plutôt. Et c'est pour ça qu'ils s'installent maintenant. Aujourd'hui, toutes les marques cosmétiques veulent tous travailler avec les produits afro. Parce que voilà, ça paye, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai déclic quand Rihanna a créé sa marque. Non, mais il n'y a pas, même avant. Parce qu'avant, il y a eu des choses, mais depuis qu'elle a créé, même les magasins de distribution, genre Sephora, tout ça, s'amusent à trouver une teinte un peu plus proche. Non, ils n'ont pas attendu Rihanna. Ouais. Ils n'ont pas attendu Rihanna. Rihanna, elle est arrivée, elle a surfé sur la vague, on va dire ça comme ça. Rihanna, certes, elle est arrivée avec ses produits qui sont en train de cartonner. Machallah, tant mieux pour elle. Mais c'est pas elle n'a pas inventé l'eau chaude, hein, donc. Oui. Donc et du coup, il y a des produits qui existaient juste avant elle. Par exemple, on avait, je peux citer les produits. Ouais. On avait des MAC qui faisaient des bons produits pour peau noire, parce que beaucoup de femmes africaines, tu vas chez elle, elle a du MAC, hein, parce que c'est les seuls produits qui allaient bien avec les teintes noires. T'avais le MAC, t'avais du Black Up aussi. Ouais, qui sont à Sephora. Voilà, t'as Black Up aussi. Même si c'est pas géré par des blacks. Black Up. Voilà, aujourd'hui on a des produits comme Estée Lauder aussi qui se sont mis à faire des produits pour peau noire. T'avais Lancôme aussi qui s'est mis. Lancôme, Lupita était leur égérie, donc ils ont travaillé le fond de teint pour peau très très foncée, et donc ce sont des trucs qui marchent très bien. Et après voilà, on a eu Rihanna qui est arrivée avec ses produits, et on a d'autres encore qui vont arriver. C'est ça, parce qu'en fait... Il y a L'Oréal aussi, hein, qui fait L'Oréal. Mais en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça fait environ, allez, on va dire, pour être gentil, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, qu'il y a un petit virage qui se passe tranquillement, des marques comme L'Oréal, etc., qui se déplacent, qui vont dans des salons. Notamment, j'ai vu des salons liés à la peau noire. Et par rapport aux personnes que je connais qui ont ce genre de salon, qui ont carrément contacté des personnes et qui étudient depuis un certain nombre d'années comment fonctionne la communauté noire en France, parce que c'est pas le même fonctionnement que les Américains. Et du coup, on sent que, même on peut le voir dans les rayons des supermarchés, que ça fait quelques années que L'Oréal a inversé un petit peu la donne et communique d'une nouvelle manière, parce que c'est un marché qui vaut des milliards, et c'est un marché qu'on ne peut pas délaisser, même surtout qu'on est une majeure compagnie comme L'Oréal. C'est clair, et surtout que maintenant, en fait, comme c'est aussi, on est dans la génération où beaucoup de blogueuses font des tutos de beauté, et tout le reste, et puis donc on a des grosses marques aussi qui sont là à la recherche de toutes les personnes qui ont énormément de followers pour pouvoir communiquer aussi avec leur marque, quoi. Faut qu'on dise un truc. Oui. Moi, j'aime bien les blogueuses. Il y en a qui sont bien, tout ça. Ouais. Mais les histoires de sponsorisation, là, est-ce que ça gâte pas un peu le game? Parce que du coup, la demoiselle, elle se retrouve là, elle a un produit sponsorisé. Si elle veut continuer à se faire sponsoriser, à faire des trucs, elle peut pas défoncer le produit, c'est compliqué. Ouais. No comment. Ah, voilà. Il y a pas aussi une petite arnaque sur les dérives, parce que finalement, tu regardes la progression des produits cosmétiques pour la femme noire, même pour les hommes, puisque depuis l'avènement du métrosexuel, il y a beaucoup d'hommes qui prennent soin d'eux. Il y a pas une petite arnaque quand même avec les histoires de contouring, machin chouette, parce que oui, non, mais le contouring pour moi c'est du gros n'importe quoi. Bon, enfin bref. Oui, mais c'est mon avis personnel. Maintenant, après, chacun est libre de faire contouring ou pas contouring. Dis-nous la vérité sur le contouring. Dis-nous. Parce que contouring, moi, quand j'ai regardé les vidéos, contouring à la base, je vais vous dire un truc. Le contouring à la base, c'est un make-up qui a été fait pour les travelots. Le contouring est fait dans les cabarets. Nadine, je t'aime, t'es validée par Street Diamond. T'es validée Street Diamond. T'es validée Street Diamond. Voilà, quand ils vont faire leur danse et tout le reste dans les cabarets et tout le reste dans leur show, ils se maquillent à outrance. Ils se redessinent le visage pour avoir un côté un peu plus efféminé. Voilà pourquoi certains hommes qui font de la danse érotique ou tout le reste, se maquillent comme ça pour pouvoir avoir un côté plus efféminé. Je me répète. Le contouring n'est pas adapté à tout le monde.
Un maquillage bien fait ne veut pas dire contouring. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, arrêtez le contouring mal fait. Parce que quand vous marchez dans la rue, là, quand il pleut, le contouring, hein, il découle de partout. C'est pas bon On valide Street Diamond, hein. Ouais, on valide. Et on va quand même dire à nos amis, à nos amis les travestis qu'on n'a rien contre eux. Oui, voilà. Non, tranquille, hein, moi j'ai rien contre vous. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais maintenant, vous faites. C'est un art, hein. C'est un art ce que vous faites. Maintenant, c'est juste nos sœurs. Quand elles se maquillent, un maquillage ne veut pas dire mettre 50 000 couches sur votre visage. Laissez un peu la peau respirer. Parce que quand vous faites ça après, c'est pas très bondé. C'est quand tu arrives, tu vois la fille comme ça, tu fais hey, de loin. C'est beau. Après quand tu te réveilles, t'as peur. La douche, mais quelque part, est-ce que aussi, parce que derrière le cheveu noir, derrière le maquillage qu'on a toujours appris, parce que quoi qu'il arrive, on est dans cette société occidentale où la majorité est blanche, hein, et donc du coup. Est-ce que les gens ils essayent pas de ressembler à la majorité blanche? Parce que quand tu vois, elles essaient d'affiner telle partie de leur visage, d'affiner. Alors que moi, je me rends compte que souvent, je disais cette semaine encore. À un moment donné, j'ai vu des femmes qui... Moi, je n'ai rien contre le défrisage, à part que le défrisage, pour la santé, c'est pas recommandé du tout. Et mais après, comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc je suis pas là pour juger les gens font ce qu'ils veulent. Non, mais on a vu en plus dans les reportages, pour ceux ou celles qui ont regardé le reportage de Chris Rock. Ouais, Chris Rock. Chris Rock, il a bien démontré que le défrisage était pas bon. On n'avait pas besoin de Chris Rock pour le savoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui témoignent. Faudrait peut-être qu'on mette plus d'images... je sais pas, il y a des gens qui perdent leurs cheveux à cause de ces conneries-là. Parce que c'est un produit chimique. À partir du moment où on met un produit chimique sur la peau, ça brûle. C'est comme le feu, tu touches le feu, ça brûle. Et là, le produit chimique, on le met tout le temps sur le cuir chevelu. Arrivé un moment, on perd ses cheveux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des alopécies, des chutes de cheveux sans savoir pourquoi. Alors l'alopécie, pour ceux des auditeurs qui ne comprennent pas, c'est être chauve. Être chauve, voilà. Perdre ses cheveux et sur le crâne, c'est lisse là, comme si... Comme si on a fait un skateboard sur ton front. Voilà, c'est comme si tu avais un front sur le scalp en fait. Voilà, c'est ça. Donc à un moment, il faut arrêter, il faut se dire qu'il y a des produits qui ont été faits. Le défrisage à la base, pourquoi les femmes se sont défrisées les cheveux? C'est parce que c'est par rapport aux critères de beauté qu'on nous a mis en face de nous, dire que la femme occidentale, la femme aux cheveux lisses est beaucoup plus belle, tout ça. Donc beaucoup de femmes se défrisent les cheveux. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'existe pas le défrisage, mais il y avait toujours un moyen pour pouvoir raidir le cheveu de la femme africaine. On mettait des fers chauds dans le four où on venait cramer le cheveu de la personne ou carrément son crâne. Et à un moment, tu vois, donc, je sais pas, il faut que les choses changent. Il faut juste s'accepter avec nos cheveux crépus, quoi. Parce que nous, on a un cheveu, en fait, qui défie la loi de la gravité. On a le seul cheveu qui défie la loi de la gravité et on porte une couronne sur nos têtes. Donc, je vois pas pourquoi on veut enlever cette couronne-là pour aller mettre des trucs qui tiennent pas et qui ne sont pas à nous, en plus. Donc, soit vous mettez des cheveux qui sont adaptés. Tu veux mettre des cheveux sur ta tête, va mettre une perruque afro, je sais pas. Parce que ce sont tes cheveux sont de cette nature-là. Mets-toi des cheveux afro. Va pas mettre des cheveux lisses, ça sert à quoi? Des cheveux, enfin, indiennes, brésiliennes, malgaches, ou je sais pas quoi là, malaisiennes. Oui. Et justement, il y a un truc à dire justement par rapport au défrisage. Moi, j'ai remarqué que des fois, des femmes qui avaient les cheveux défrisés, par rapport à leurs traits du visage, ça n'allait pas. Parce qu'elles avaient des traits qui étaient prononcés et que je trouvais beau, mais je trouvais que du coup c'est comme si ça aplatissait et que ça manquait. Et alors que c'est le volume qui est il y a plus de volume. C'est ça. Parce que un cheveu défrisé, c'est c'est l'action chimique qui fait que voilà ça enlève tout le côté crépus et ça rend le cheveu lisse. Donc même si on a un cheveu bien crépus, à partir du moment où on passe ce produit, parfois on dit oui c'est juste un assouplissement. Ouais. Mais l'assouplissement c'est comme un défrisage aussi, c'est chimique. À partir du moment où on met des produits chimiques sur la tête, c'est nocif. Aujourd'hui nous sommes dans une époque, même avant ça, nos mamans elles faisaient comment? Elles mettaient des produits bio dans les cheveux.
avec de l'huile de ricin, de l'huile d'olive, un œuf ou même de l'avocat. Vous faites des soins qui vont embellir vos cheveux. Donc il y a plein de choses à faire et arrêtons de mettre tous ces produits qui ne servent à rien, qui sont juste là pour enrichir les autres et nous rendre malades. Et j'ai cru entendre que voilà, beaucoup de femmes, 90% de femmes africaines portent des fibromes. Et certaines personnes disent que c'est lié à ça aussi, lié au défrisage. Ouais. Et ça provoque des cancers, ça provoque aussi la stérilité. Bon, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Je ne saurais pas vous dire ce que ça provoque exactement, mais je sais que le défrisage n'est pas bon pour la peau, n'est pas bon pour son sang, parce que c'est un produit, tout ce que vous mettez sur la peau rentre dans votre sang, ça pénètre et c'est ça qui provoque certains cancers. Donc tout ce qu'on mange aussi, c'est pareil. Alors, donc il faut faire attention. Vas-y Manu. Par extension, sans faux jeu de mots, on en arrive au problème de peau aussi, puisque tu fais maquillage, cheveux. Exactement, maquillage, cheveux. Et les gens qui se mettent du Ressal. Non, mais les gens qui se mettent du Ressal, mais ça, voilà. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Les gens qui se mettent du Ressal, ce sont les femmes qui mettent des produits chimiques. On revient toujours aux produits chimiques. Qui se mettent des produits pour éclaircir la peau, pour enlever l'épiderme. Vous voyez l'épiderme noir que nous avons là, enlever toute la peau noire que nous avons, l'or noir, pour ressembler à une tache. C'est comme ça que je les appelle, les taches. Parce que quand on regarde toutes ces femmes-là, elles ont toutes tous les points ou des articulations noires. Après, tout le reste est clair. Mais arrêtons, quoi. Aujourd'hui, il y en a plein qui meurent de cancer. On ne le dit pas, hein, parce que voilà, ça, c'est un quota qui reste en Afrique, parce que ça les regarde. Ici, on s'en fout. Mais beaucoup de femmes en Afrique meurent à cause de ça, parce que quand on enlève tout ce qui nous protège, parce que tout ce qu'elles enlèvent, c'est ce qui nous protège contre les microbes, contre le soleil, contre toute agression de la peau, de l'épiderme. Et quand vous enlevez ça, en fait, vous ôtez énormément de protection. Vous ôtez tout ça, et quand il y a des opérations, par exemple, une femme qui s'éclaircit la peau, je préfère vous le dire, écoutez-moi bien, une femme qui s'éclaircit la peau, qui met le Ressal là pour enlever toute la peau qui doit la protéger, quand il y a une opération, elle ne peut plus se faire opérer. Dans le sens où l'aiguille, vous savez qu'on coud les gens quand on opère, après il y a la couture, l'aiguille, elle coupe la peau. Vous voyez l'image un peu là? Vous rentrez une aiguille et l'aiguille ressort de l'autre côté, mais ça déchire la peau. Donc, on ne peut plus vous coudre. Donc, arrêtez, parce qu'il n'y a plus rien pour tenir. Donc, il faut arrêter tout ça, quoi. Et c'est pas beau à voir. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que se blanchir la peau, par nature, les Africains sont protégés de par la spécificité de la peau. À partir du moment où tu te blanchis la peau, tu commences à avoir des cancers qui sont spécifiques aux peaux blanches. Exactement. Ouais, et c'est ça l'ironie du sort, en fait. Et sans entrer dans le mystique, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on ne touche pas à la nature d'une caractéristique physique. Sinon, on prend d'énormes risques. Et voilà, c'est ça. T'as tout dit, Manu. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Vous nous écoutez sur le 99.2 FM. Vous nous écoutez aussi sur radio-rgb.net et sur streetdiamond.fr. Vous pouvez aussi poser des questions sur Instagram. Vous y allez, vous posez votre question au calme et on essaie de répondre à vos questions tranquillement. Si vos questions sont intéressantes, hein. Si vos questions sont cheloues, tout ça, savoir... Laissez-moi tranquille. Savoir les bails privés, les trucs. Alors ça bouge timidement sur l'Instagram, mais on te remercie pour le travail que tu as fait pour Ramayad. Oh, merci, de rien. Non, mais sur Ramayad, c'était gratuit, tiens. Prends ça, papa, cadeau. Bim. Mais justement, par rapport pour revenir à Ramayad, parce que moi c'est un truc de ouf. Ramayad, on l'a vu pendant longtemps. Moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu Ramayad, tout de suite je me suis dit, il y a un problème avec cette femme, elle est archi belle. Je voyais derrière sa peau, on dirait, mais je dis, j'ai jamais connu cette femme, mais je sais qu'elle a une peau magnifique, parce qu'elle a la peau super ébène. Et je me disais, merde, elle met un truc comme si elle mettait un truc blanc sur sa peau, comme si elle mettait de la farine. Et je me disais, waouh, c'est super chaud. Comment son entourage, personne ne lui dit rien du tout. Ensuite, quand toi tu es arrivé,
tout le monde t'a félicité et nous on l'a posté le truc. On l'a posté, on a dit non, respect au après on a cherché, on a dit Nadine Mateki qui a fait ça, je dis non, merci, que Dieu te bénisse tout ça. Tu vois, tout le monde a survalidé l'affaire. Exact. Et justement toi quand tu t'es retrouvé, est-ce qu'elle t'a posé des questions? Comment ça s'est passé en vraiment l'affaire? Est-ce que on t'a donné $10 000, $50 000 pour cette affaire? Non, franchement, je vais vous dire un truc, hein, j'ai même pas. Quoi? Balance, non, balance, là, ça va partir. Non, mais franchement, ça se fait pas. Mais moi, déjà pour l'honneur de Ramayad, Black Power, tu vois, pour sauver l'honneur de Ramayad, ouais. Hein, je l'ai maquillée. On va dire à titre gracieusement. Je vais dire, je l'ai maquillée gracieusement parce qu'il fallait qu'on sauve son honneur. Ça n'allait plus. Voilà, j'ai essayé de sauver son honneur. Maintenant, après, je lui ai donné 2-3 conseils après. Je pense que ça allait. Et là, je sais pas ce qu'elle est devenue parce que elle a apparemment peut-être quitté le monde politique. Je sais pas parce qu'elle a disparu depuis. Elle est plus ou moins là. C'est curieux parce que tant qu'elle ressemblait à un clown, on l'a gardé au non, gouvernement. mais c'est parce qu'elle s'était présentée aux élections. Dès qu'elle ressemblait à une vraie femme noire et fière, on l'a dégagée du gouvernement, quoi. C'est bizarre. Ouais, quoi. Non, elle est partie parce qu'elle a pas pu réunir ses signatures, donc elle s'est barrée, quoi. Elle a eu plein d'affaires derrière. Pour tout dire, elle a aussi des affaires derrière l'affaire par rapport à des logements, un logement où elle n'habitait pas réellement, tout ça. Donc il y a eu pas mal de juridique aussi qui est parti de son côté. Mais pour revenir à l'affaire Ramayad, non, franchement, le truc c'est que là, déjà, ça c'était. Tu la vois, tu vois une belle femme, mais tu vois qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais franchement, elle est très très belle, Ramayad. Elle est grande, et sa élancée, peau réellement, elle a les cheveux. En fait, elle a des très beaux cheveux aussi. Hein. C'est parce que voilà, elle savait pas se coiffer et puis elle a toujours eu cette habitude-là de se faire des petites tresses et elle connaissait pas. En fait, c'est un apprentissage, hein, tout ça. Il faut apprendre à savoir se mettre en valeur, à savoir se coiffer. Il y a certaines femmes qui savent pas se maquiller, qui savent pas se coiffer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des masterclass qui existent, hein, mais les dames, il y a des masterclass qui existent pour apprendre à se faire un joli petit make-up, une jolie petite coiffure pour tous les jours. Il y en a partout, hein. Il suffit juste de regarder sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des masterclass et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Parce que Nadine, il y a beaucoup de gens aussi qui disent, des femmes qui disent le cheveu noir c'est trop dur. Oui, c'est dur. C'est le matin, j'ai pas le temps, ceci, cela. C'est parce qu'elles disent ça parce qu'elles connaissent pas en fait. C'est parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles se disent oui c'est dur à faire, c'est dur, mais il y a des méthodes, il y a des techniques à employer avant de dormir. Tu vas pas dormir tes cheveux lâchés comme ça, comme si t'allais dormir, te battre dans ton lit, non. Il faut... Là t'as fait un combat, tu te réveilles, t'as les cheveux Tu te réveilles, c'est normal que t'aies les cheveux en vrac, que ça parte dans tous les sens. Donc il y a des techniques à adopter tous les soirs avant de dormir. C'est comme quand tu te laves avant de dormir, tu fais ton soin du visage avant de dormir, tu entretiens ton cheveu aussi comme ça. Comme quand tu te laves les dents avant d'aller dormir. Bon, pour ceux qui se lavent les dents, bien sûr. Et pour ceux qui se lavent aussi, bien sûr. Pour ceux qui ont des dents. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Nadine Mateki qui nous sort quelques vérités. J'ai fait aussi un petit big up à Nappy Party qui a fait aussi un événement, journée coiffure pour les enfants, etc. Et notamment les parents étaient invités. Il y avait justement un atelier pour les parents. Voilà, et il y avait des hommes qui apprenaient. Exact. Et ça, c'est aussi important parce qu'il y a aussi les couples mixtes. Il y a pas mal de couples mixtes où, par exemple, la femme, elle est blanche et elle sait pas comment coiffer ses enfants qui ont ce mélange. Et elle se retrouve un petit peu en galère avec à ne pas savoir gérer les cheveux. Donc ça, c'est aussi intéressant aussi. Toutes ces personnes de se renseigner tout simplement parce qu'encore une fois on en revient toujours à la même chose, l'éducation au final. L'éducation, tout vient de l'enfance, hein. Tout vient de l'enfance et tout est transmis par la mère. Parce que si la maman elle est tout le temps en train de rabâcher à son enfant qu'il a des cheveux qui sont pas beaux et tout le reste, l'enfant va rester avec cette image-là dans la tête. C'est des trucs qui vont rester dans sa tête et qui vont être difficiles à occulter. Donc vaut mieux commencer à éduquer nos enfants, leur dire que leurs cheveux sont beaux, qu'ils ont une très belle peau, et là on va faire des vrais hommes.
C'est important de dire ça. Et il faut faire aussi des vraies femmes, hein, pas des femmes qui essaient de se déguiser en travelot aussi. C'est le masculin qui l'emporte. C'est pour ça que je dis des hommes. On sait que les femmes même aussi. si les travelots sont nos copains. Ça va, on charrie Manu. personne. J'ai une question. Est-ce que des hommes te posent des questions justement sur le... Parce que Oui. En dehors, on sait qu'il y a la communauté aussi Rasta qui prend énormément soin. Les membres prennent le soin de leurs cheveux, mais est-ce que pour des hommes maintenant avec l'avènement des barbershops et tout ça un peu à Paris, ça commence à un petit peu d'ailleurs big up à Groomers, Yes, big up Groomers. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent te voir en disant voilà je suis un mec, oui, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux quoi. Exact, oui, j'ai beaucoup de mecs qui viennent me voir, qui ont des locks et d'autres qui n'ont pas de locks et qui voudraient se faire des locks, d'autres qui ont juste des cheveux courts qui voudraient avoir un style de coiffe. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir aussi, hein. C'est pas la beauté ne concerne pas que les femmes. Les hommes aussi doivent être beaux. C'est important, c'est important. Si. Je vous rappelle qu'on est avec Nadine Mateki, qu'on est sur Street Diamond. On parle de la beauté noire. Est-ce que si t'es pas beau j'ai dit tout à l'heure, si t'es pas beau, dès que tu franchis les portes de Street Diamond, là, du studio de Radio RGB, tu exploses, tu vois. On n'a rien contre les pas beaux, hein. Même les pas beaux sont parmi nos auditeurs, hein. Manu, depuis tout à l'heure, il est en mode, je suis gentil avec tout le monde. Je fais du politiquement correct. Augmente un peu le volume de ton micro pour qu'on entende ta voix suave. Oui, mais il n'y a pas de souci. Même les moches sont acceptés. On accepte les moches, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, vous êtes bien sur Street Day, 19h, 22h sur Radio RGB. On parle de choses sérieuses tout en étant détendu parce que c'est aussi important. Ramaya, t'es belle gosse. Nadine t'a sauvé, faut continuer dans ce chemin, Dieu merci. Et le travail que tu fais justement, je pense que l'un de tes tafs, quelque part, il n'y a pas un petit côté psychologue? C'est-à-dire que tu te retrouves avec les gens... non, mais si, on a ce côté-là très psychologue parce que certaines personnes viennent te voir et déversent tous ces problèmes sur ta tête. Et toi, t'es comme une éponge. Faut pas être comme une éponge parce que si tu es comme une éponge, t'es dans la merde. Ouais. Parce que à certaines personnes, quand elles viennent, tu dis, mais vas-y, t'aurais dû rester chez toi. Pourquoi t'es venu me voir? Parce que là, moi, je suis pas d'humeur. Moi-même, j'ai mes problèmes. On a tous des problèmes. Et toi, tu viens mettre encore tes problèmes dans ma tête. Non, mais sérieusement, c'est vrai que le coiffeur ou la coiffeuse, la maquilleuse, c'est un moment où vraiment, c'est un moment d'échange. C'est un moment où la personne, elle est là, elle se confie à toi. Elle te raconte beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté-là, quand on est maquilleur-coiffeur, la discrétion est primordiale. C'est ça aussi. Voilà. Et c'est un petit peu comme aller voir un gynéco quelque part. C'est comme voir. Je suis sûr qu'on se confie plus à son coiffeur qu'à un gynéco. Ouais, exactement, parce que le gynéco, t'es stressé. Hein. Parce que lui, il sait. Moi, perso, quand je vais voir mon gynéco, j'aime pas trop ça, quoi. Voilà quoi. Tandis que... Non mais la vérité c'est que à contrario, quand tu sors de chez ton coiffeur maquilleur, t'as la banane. Ouais, c'est clair. Non mais c'est ça le but. Vas-y, retiens-toi. Parce que vas-y, il va dire une grosse bêtise, je le vois, je le connais. Non mais c'est ça le but du coiffeur en fait, c'est de redonner le moral à son client. Ouais. Quand il y a une personne qui arrive qui est déprimée, quand elle repart de ton salon ou de chez toi ou peu importe où tu l'as coiffée, que la personne elle repart avec le sourire, c'est comment dire, c'est le truc le plus important, c'est ce qui compte le plus en fait. C'est de redonner la pêche et le moral à la personne qui est venue te voir avec tous ses problèmes et tu lui dis non mais t'inquiète, hein, pensée positive permanente, PPP. Yeah, PPP, on va garder ça. C'est important. Donc nous-mêmes, on est en mode PPP, pensée positive permanente. Mais il faut qu'on dise quand même quelque chose, parce que par rapport c'est vrai qu'on n'est pas resté sur le sujet blogueur, mais c'est aussi important de dire aux jeunes femmes et aux gens qui regardent cette émission, parce que la vidéo va être disponible sur YouTube et sur nos réseaux et sur streetdiamond.fr. C'est aussi important de dire que quand il y a vous voyez des blogueuses qui mettent 8 couches de maquillage, etc.,
8 couches, 8 marques, des gens qui se font de l'oseille aussi. Il y a ce côté-là. Elles essayent pas forcément tout le temps de t'apprendre à utiliser le moins de produits possible, à utiliser le plus de produits naturels possible. Directement, on est dans les marques, on expose des marques, etc., etc. Il y a des trucs dans l'arrière-plan, il y a, etc., etc. Exact. Moi, je me rappelle, à l'époque, il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait la couverture de UbiQuest avec Aïssa Maïga, et c'est un magazine anglais. Et le maquilleur, moi j'étais à la coiffure, et il y avait un maquilleur qui était là, mais hyper simple, hein, un Marseillais, un blanc. Mais franchement, tu pourrais, quand tu le vois, tu dis, c'est qui celui-là? Mais le mec, c'est juste un tueur, quoi. Nous, quand je vois, par exemple, je vais sur des tournages, je vois des maquilleuses, elles arrivent avec des mallettes de ouf. Tu dis, elles sortent tous ces produits-là pour faire 2-3 touches ou je sais pas quoi. Mais lui, il est arrivé avec, franchement, une petite sacoche, mais toute simple. Et dedans, il y avait quoi? Une crème hydratante, une palette de rouge à lèvres, un petit fond de teint, une petite palette avec les 4 fards qu'on trouve chez MAC d'ailleurs. Et c'est avec ça qu'il a maquillé. Mais le mec, c'est juste un tueur. En fait, comme quoi, on n'a pas besoin de grand chose pour se maquiller, quoi. Et il a fait une cover, vous imaginez une cover avec tous ces petits trucs. Et la photo, elle était juste magnifique. Parce que il a sublimé la nana. C'est ça, voilà. Le maquillage, c'est sublimer la personne. Pas la changer. Pas la dénaturer. Voilà, j'allais dire la travestir, pardon. Pas la dénaturer. Big up à nos amis des Travelots. Hein. On vous aime. Mais finalement, est-ce que le plus beau des maquillages, c'est pas le bien-être, en fait, quoi. C'est pas juste souligner quelques trucs ou mettre en avant des points forts du visage. Des points forts du visage. Sans... Bah oui, c'est ça, c'est comme ce que je viens juste de dire. Bah le mec il a maquillé l'actrice juste avec 2-3 palettes, quoi. Donc il avait pas besoin de ramener 50 000 choses. Il a juste sublimé, il a juste fait ressortir des points comme la bouche par exemple, les yeux quand t'as un super beau regard. Un petit coup de mascara, juste cacher les imperfections avec un anti-cerne et le tour est joué. On n'a pas besoin de grand chose en fait. Alors que tu remarques que les gens, au lieu souvent de mettre leur qualité en avant, elles sont plutôt sur le camouflage à fond, mais vraiment le camouflage, hein, c'est-à-dire le tri tout, hein, te mettre tout. Et il y a aussi une dérive par rapport aux blogueuses. Je les attaque pas, hein, parce qu'il y en a des très sérieuses, il y en a qui font du taf de ouf. Même si elles travaillent avec des marques, tu peux travailler avec des marques. Et juste, bon, quand t'as plein de marques derrière toi, donc du coup, c'est encore mieux parce que tu donnes une palette, il y a toute une palette. Mais ça a été jusqu'à ce que j'ai vu une blogueuse qui parlait de la manière dont elle s'est éclaircie la peau. Et donc elle mérite. Malgré tout, elle a beaucoup de followers. Il y a des gens qui lui posent des questions, comment tu as fait, etc. Donc elle exprimé son bien-être par rapport à ça, etc. Donc moi, je suis pas là pour juger les gens, mais je veux dire qu'il faut bien faire aussi attention. Chacun après fait ses choix. Mais à partir du moment où tu dénatures la nature, faut savoir que Street Diamond, on est moins potes avec toi. Ça, c'est clair. Mais quoi qu'il arrive, cette jeune femme a fait ce qu'elle veut. Nous, on a notre propre avis. Mais je veux dire que c'est vachement dangereux parce que du coup, tu te retrouves aussi parce que elle, c'est l'extrême. Mais il y a aussi des gens qui portent bien et qui font des blogs et qui donnent des messages, que ce soit oui, tel produit il est super, tel produit il est pas bon. Et je pense qu'aussi ça, c'est vachement dangereux en fait, parce que du coup, les marques, elles ont très bien repéré les choses. La com, en fait, quand c'est une marque qui l'a fait, elle prend pas aussi bien que quand tu vois une femme noire devant toi qui te dit ce produit-là il est superbe et elle a je ne sais combien de milliers de femmes qui la suivent, quoi. Donc faites attention aux blogueuses. Exact. Donc Nadine, récemment tu étais dans ton pays, au Congo. Oui, j'étais, enfin c'est ça, c'était là récemment, j'étais à Abidjan. Ah, t'étais à Abidjan. Ouais, j'étais à Abidjan, j'étais à Babi. Oui. Dédicace à Babi la belle.
Donc, quelle était la vibe là-bas? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Mais moi, j'ai aimé la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment aimé la Côte d'Ivoire. C'était la première fois que tu y allais? Non, c'était la deuxième fois parce que la première fois c'était pour un festival qui s'appelle le Nzassa Mode Festival où j'ai présenté mes créations capillaires parce que voilà, mes créations capillaires, c'est des coiffures qui retracent l'histoire de nos reines d'Afrique. Et j'avais présenté ces coiffures-là et après j'étais rappelée parce qu'ils avaient besoin d'une membre du jury dans une émission qui s'appelle Coiffure Kitoko qui passe sur A+. Yeah. Et j'ai fait aussi un peu de direction artistique et ça va commencer au mois de mars sur la chaîne A+. Canal Plus Afrique. Donc vous pouvez aller voir, j'ai un rôle de méchante dedans, mais je suis pas si méchante que ça, arrêtez. Elle doit chicoter les gens dans le truc là. Non mais franchement j'ai juste dit ce que j'avais dans le cœur et puis voilà, j'ai pas hésité à dire si c'était bien ou si c'était pas bien quoi. Donc mais voilà, moi. Même quand on va en Afrique, on va aux Antilles ou dans d'autres endroits, des fois tu vois les femmes qui se maquillent, tout de suite tu dis il y a un problème. Oui, c'est vrai que maintenant il y a des habitudes. Voilà. Même là-bas on est calé sur le trip européen, tout ça. Voilà, exactement. Mais là c'était sur un thème de coiffure africaine et vraiment c'est comme j'ai aussi donné un peu mon avis par rapport à l'émission, donc du coup c'est un truc qui va être sympa. Vraiment. Défrisage, tout ça dans l'émission? Non, pas de défrisage, pas de coloration, c'est vraiment il y a des thèmes différents. Des thèmes sur le cheveu naturel, sur la nature, sur des thèmes je peux pas trop en dire. Il y a des vrais défis au fait. Il y a des défis, voilà, il y a des thématiques. Il y a 8 candidats de différents pays d'Afrique qui sont là pour représenter leur pays plutôt. Et voilà, c'était un défi perpétuel et c'était sympa. Il y avait une bonne vibe, il y avait un bon stress aussi et puis le meilleur a gagné quoi. Voilà. Lapsus, donc je dois pas dire si c'était le ou là. Hein. C'est un travesti. Alors, ou c'est un monsieur madame. Voilà. Et donc en fait tu as été sélectionné comment pour enfin on t'a proposé comment? C'est suite à tes créations capillaires ou... En fait c'est suite à mes créations capillaires et puis grâce aussi à une amie Fatou Yatabaré, dédicace ma sister love qui habite à Abidjan maintenant et qui bosse là-bas et elle a été contactée, elle a rencontré en fait le producteur de l'émission qui lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui serait capable d'assumer ce rôle-là en tant que membre du jury et en même temps un peu de direction artistique. Et elle lui a dit mais attends, mais je connais une personne qui va carrément faire ça. Je connais la bosse. Je connais la bosse. Et du coup ils m'ont contacté, j'ai fait un rendez-vous, le mec habite Bruxelles. Ils m'ont contacté, donc j'étais faire un rendez-vous avec lui et mon rendez-vous était assez émouvant en même temps parce que voilà, c'est un Congolais de Kinshasa et ça m'a rappelé beaucoup de choses aussi et puis voilà, j'étais concluante et puis voilà, donc ça s'est fait et puis après je suis partie à Abidjan pendant un mois et 10 jours. J'ai fait le tournage là-bas et j'ai redécouvert Abidjan, les Ivoiriens, les Ivoiriennes, à Tchéké, à Loco et tout ça. Et c'était bien bon. Et le soleil. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'était important. Voilà, c'était très, très important. Et puis, l'Afrique, c'est l'avenir, les gars. L'Afrique, c'est tout. C'est Motherland. Africa is the future. Ouais. Alors, justement, on arrive sur la partie. T'as un truc à dire, Mac? Ouais, moi, il y a un truc que j'ai à dire. Il y a un truc qu'on n'a pas précisé sur Nadine et c'est super important de ouf. Les coiffures de Nadine, on l'a dit. Il y a ce côté passé, c'est-à-dire c'est l'héritage. On parle d'héritage, mais aussi le turfu. Parce que quand tu vois ce qu'elle fait, Nadine, déjà, c'est ultra propre. Elle joue justement avec le cheveu noir et son volume. C'est-à-dire que tu peux voir le volume partir sur le côté, partir en haut, partir dans toutes les manières, mais toujours d'une manière hyper propre, hyper pro. En fait, moi, mes coiffures sont beaucoup inspirées. Moi, je m'inspire beaucoup vraiment de nos histoires d'antan, les histoires d'Afrique. À l'époque, avant la colonisation, où on avait des royaumes, les gars.
où l'Afrique était riche, l'Afrique avait tout ce qu'il faut pour avancer. C'est vrai qu'il y avait des conflits, mais c'est partout, tu vois, comme partout. Mais à l'époque, on n'avait pas ce problème où on venait nous trucider pour rien parce qu'on avait on avait des richesses. Et aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. Et donc, voilà. Moi, dans mes coiffes, je reparle de ces histoires-là, de nos reines, vraiment, parce que moi, comme je suis une femme, je retrace l'histoire de nos reines d'Afrique, que j'aime beaucoup, que j'apprends, que je vais faire des recherches par rapport à ça. Et j'étudie les coiffures. Je donne aussi, j'adopte les coiffes en fonction des personnes, en fonction des thèmes aussi. Et puis, il y a toujours une signification dans mes coiffures. D'ailleurs, toutes mes coiffes portent un nom africain. Okay. Parce que, voilà, c'est comme ça que je les baptise. Je donne des noms à toutes mes coiffures. Je leur donne un nom africain et c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. C'est super important de dire ça parce qu'il y a aussi ce côté comme ça et... C'est vrai que même on l'a vu dans des salons comme Boucle d'Ébène ou d'autres, il y a eu ce côté où, ok, on veut coiffer, on veut être coiffé, on veut être stylé, mais derrière ce style, derrière tout ça, on doit dire quelque chose. Ce n'est pas juste apporter du style. Juste, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui coiffent juste pour être coiffés. Mais comme je disais à l'époque, les femmes quand elles se coiffaient, c'est parce qu'il y avait une signification dans chaque coiffure. Il y a certaines femmes qui portaient des coiffes parce que voilà, elles étaient en deuil. Il y en a d'autres qui portaient des coiffes parce qu'elles passaient une initiation. C'était soit l'excision, soit elles passaient à l'âge adulte en ayant ces règles. Enfin, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Sinon, c'était le mariage. Sinon, c'était en fonction du statut qu'elles avaient. La coiffure était de plus en plus haute. Sinon, c'était des os ou des branches ou des lianes qu'on mettait dans leurs cheveux pour vraiment aussi montrer le statut qu'elles avaient aussi en fonction de chaque pays. C'est par exemple au Congo, en RDC, il y avait une tribu qui portait une coiffe. En fait, ces femmes-là, quand elles mettaient au monde, en fait, elles aplatissaient la tête de leurs enfants pour que plus tard, elles puissent avoir une coiffe qui monte comme les chapeaux qu'on retrouve en Afrique du Sud, par exemple. Vous voyez les grands chapeaux ronds, voilà. Et en fait, au Congo-Kinshasa, on les appelle les Mangbektou. Ce sont ces femmes-là qui aplatissaient, c'est une ethnie qui aplatissait les têtes des enfants pour avoir cette coiffe-là et qui montait en hauteur. Et la tête était déjà formée et après il y avait juste à coiffer. Et en fonction des classes sociales, du classement qu'elle avait, on mettait en fonction, le nombre d'os dans le cheveu ou de tiges correspondait au statut qu'elles avaient. Alors, donc il y a toute une histoire et tout ça. Alors justement, moi j'ai une question parce que en ce moment on sait qu'avec l'avènement aussi du film Black Panther, il y a plein de choses qui arrivent, mais ça fait quand même plusieurs mois, très longs mois pénibles à supporter des stéréotypes. De gens qui se prétendent de jeunes femmes qui se prétendent coiffeuses ethniques, machin chouette et tout. C'est très stéréotypé, très folklorique. Et comment tu perçois ça, puisque ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que tu travailles tes coiffures. Je rappelle à ces demoiselles qui n'ont que 25 ans qu'elles n'étaient même pas en âge de comprendre ce que ça voulait dire. Donc elles n'ont pas inventé l'eau chaude, mais elles prétendent, elles revendiquent des choses finalement qui sont un petit peu vidées de leur sens au profit de l'esthétique. Non, mais comment tu perçois ça, toi? Comment je perçois ça? Moi, aujourd'hui, en fait, je suis... comment dire? À l'époque, ça me frustrait un peu parce que, voilà, à l'époque, quand moi j'ai commencé, on n'avait pas tous ces trucs-là, les réseaux sociaux... les Instagram, les Snapchat et tout le reste. On n'avait pas tous ces trucs-là pour pouvoir montrer en fait ce qu'on faisait. On avait quoi déjà? C'était quoi déjà qu'on avait nous on avait les Messenger. On avait quoi? Caramel. On avait Caramel. Voilà, à l'époque on n'avait pas tous ces réseaux-là qu'on a aujourd'hui. Yahoo et puis c'était il y a un truc que j'avais moi où je postais quelques photos mais j'ai oublié le nom. Skyblog. Voilà, c'était Skyblog, voilà, à l'époque. Et c'était pas évident par rapport à aujourd'hui, là, ça a bien évolué. Et moi, à cette époque-là, je faisais déjà ces coiffes-là, mais
sans que les gens y prêtent attention. Mais pourtant, ce sont des trucs qui existent depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on est dans une phase où tout le monde veut s'auto-proclamer black, je sais pas quoi, pan-africain, machin. Mais ce sont des trucs qui existent depuis belle lurette. Donc, faut qu'on arrête et puis de vouloir s'approprier les choses, dire que c'est moi qui ai inventé ou tout ça. Parce que ce qui arrive, c'est que parfois, je reçois des messages qui me disent oui, Nadine, on voit que tu copies un tel ou un tel. Et moi, je copie personne. Je copie mes arrière-grand-mère, grand-père et tout ce que vous voulez, ma génération ancienne. C'est pas cette génération qui arrive. Parce que la génération qui arrive, elle copie l'ancienne génération de toute manière. Et elles s'en rendent même pas compte. Elles se rendent même pas compte. Donc, on s'inspire de tout, hein. Donc, moi, je m'inspire de mes ancêtres. Je m'inspire de ça. Je m'inspire de mes reines d'Afrique, les reines d'antan, la reine de Saba. Je l'ai même noté là comme ça. Mais même les rois, parce que je me rappelle d'une de tes photos où on voit la coiffe qui part comme ça. Garçon. Et ensuite, oui, voilà. Voilà. Celle-là, en fait, cette coiffe-là, elle représente. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais à l'époque, en Égypte, l'armée égyptienne avait des casques qui avaient cette forme. Et après, les Rwandais, en fait, ont adopté cette forme de coiffage. Et c'est une coiffe qui représente, en fait, l'armée égyptienne, mais qui est devenue une coiffure traditionnelle au Rwanda. Okay. Et donc, c'est une coiffure rwandaise, mais ça représente un casque, en fait. Okay. C'est juste ça. Et il faut savoir, en fait. C'est aussi important parce que tu te rends compte que ce que tu dis par rapport au fait, aux gens qui estiment que tu copies, etc., j'ai entendu la même chose dans le monde du vêtement, dans le monde des créateurs qui s'insurgeaient contre d'autres créateurs parce qu'ils estimaient qu'ils avaient copié une robe, un t-shirt ou ceci ou cela, alors qu'on se rend compte que déjà juste la mode là du wax là. Non, la mode du wax, tout le monde s'est mis dans le wax. Après les gens ils imaginent t'as fait une robe en wax, tu m'as copié. Non, mais le wax déjà pour commencer c'est pas africain, hein. Ils ont pris des motifs africains, mais le wax ne se fait pas en Afrique, le wax se fait en Hollande. Le wax est un tissu hollandais, donc il faut qu'on arrête déjà de vouloir s'approprier le wax. C'est pas africain le wax, hein. On a d'autres tissus plus nobles que ça. Je ne dénigre pas le wax, mais on a des tissus plus nobles que ça. Donc, c'est clair. Et il faudrait qu'on arrête de se dire que voilà, un tel m'a copié. Et la mode est un éternel recommencement, comme dans la vie. C'est ça. Ouais. C'est toujours, ça tourne. Donc, il faut qu'on arrête ça, quoi. D'ailleurs. Et arrêtez de me dire que je copie un tel, j'en ai rien à foutre. Pour une fois, j'ai pas balancé de nom mais il y a un célèbre maquilleur qui est devenu photographe et qui est en train de nous recycler depuis quelques temps toutes les années 70 en photo avec les femmes noires. Ouais. Bon, voilà. Donc là aussi un petit peu d'humilité sur ces choses-là. Non mais voilà pas. Surtout... Non mais parce qu'à l'époque on avait quand même on avait la reine Cléopatra, on avait la reine Makeda, on avait la reine Kimpavita, on avait la reine NBT Yola du Sénégal aussi, on avait la reine du Ghana Asantewa, je crois que c'est ça. Donc c'est à moi que tu demandes comment tu Et donc à un moment et toutes ces femmes-là elles portaient des coiffes qui ont jeté, quoi. Donc il faut arrêter de croire qu'on a inventé la science ou qu'on a inventé l'eau chaude. Tout est comment dire, un recommencement. On recommence tout. Un éternel recommencement. Comme disait Youssoufa, un éternel recommencement. Ah ouais, c'est ça. Nous avons le roi Elpidio. Tiens, Elpidio, essaie de te rapprocher un petit peu. Voilà, tu peux tirer le micro vers toi. Voilà, on va faire ça. On a encore 5 minutes à passer ensemble. Tire le micro carrément, la structure. Voilà, comme ça, tu peux parler tranquillement. Comme ça, on te voit aussi. On te voit comme ça dans le building. Elpidio est dans le building. Et quand on a commencé à parler de wax et de créateurs, Elpidio m'a dit non, là, il faut que j'intervienne. Donc là, dis-nous justement, Elpidio. Dernièrement, à Paris, il y a eu le mois de l'Afrique, il y a 6 mois. Oui, j'ai fait et on n'a pas vu beaucoup de stylistes, de couturiers africains ou caraïbéens. On a vu beaucoup de choses aux Galeries de Lafayette, Agnès B et tout. Mais je suis assez d'accord avec Nadine, les propos de Nadine qui disait que le wax n'est pas africain. Le wax est hollandais. Il faut le savoir.
Et maintenant, c'est vrai que les femmes d'Afrique se sont appropriées le wax. Mais il y a d'autres tissus qui sont typiquement africains qu'on ne met pas en valeur. Et cette histoire de wax, c'est qu'une histoire de mode. Et quand elle va disparaître, tous ces jeunes créateurs franco, ceux qu'on appelle aujourd'hui des Afropéens, vont disparaître avec. Parce qu'ils se fixent sur le wax pour construire, mais vous êtes des petits Français. Vous n'oubliez pas vos origines. Allez chercher de l'inspiration autre que ce tissu. Le tissu est hollandais. Vous donnez de votre fric. Exactement. En fait, vous faites de la pub pour des Hollandais, alors que à travers le wax, vous voulez revendiquer l'afrocentrisme. C'est du gros n'importe quoi. Le paradoxe, c'est que le gap est tellement grand que je me dis, c'est aussi le côté non cultivé. On va pas chercher notre histoire. On va pas fouiner. Quand je vois Gauthier, quand il travaille un produit, Gauthier va chercher les choses dans la France profonde. Yvette Horner, Gauthier était avec Yvette Horner. À côté de ça, il a travaillé avec Larry Blackmon de Cameo dans les années 80. Et nous, jeunes créateurs afro-descendants, on est encore dans l'erreur. On est encore on avance fièrement le torse bombé alors qu'on a tout faux. On a tout faux, ouais, c'est clair. Parce que là, aujourd'hui, on a des grands créateurs, comme je vais les citer. On a Iman Ayassi, on a Eli Kwame qui travaille le tissu africain. Et quand vous allez sur le Instagram de Eli Kwame, le grand créateur, il est libanais, ivoirien. Franchement, c'est un mec qui déchire. Vous voyez ses créations, vous tombez par terre. Et le gars, il va carrément en Afrique, il va voir des artisans qui travaillent le tissu, qui travaillent avec les machines anciennes, mais vraiment à la main, pour nous sortir des vrais morceaux de tissu traditionnels. C'est pas du wax, ils travaillent pas avec le wax, ils travaillent avec des vrais tissus locaux. Le Bogolan, par exemple, c'est africain. Mais le problème, c'est que le Bogolan, maintenant, les gens se sont tellement jetés sur le wax que le Bogolan, il commence à être oublié. Mais le problème, c'est que maintenant, les Occidentaux, ils ont vu que, comme on a oublié le Bogolan, ils sont tous en train d'aller chercher le Bogolan pour faire leur création. Là, il y a énormément de photos sur Facebook ou tout le reste sur les réseaux sociaux, sur les dernières Fashion Week, des grands créateurs qui ont pris du Bogolan pour faire leur création. Alors que voilà, c'est bon, arrivé un moment, moi je veux bien que les gens aillent chercher des trucs, mais là encore, on va encore laisser un truc qui va faire que les gens vont s'approprier de notre richesse, de nos produits locaux, et et nous on va se laisser faire parce que on n'a pas cette idée-là de se dire que voilà, on a des produits qui déchirent. Faudrait qu'on valorise ces produits-là au lieu de rester sur les trucs qui sont déjà acquis, quoi. Alors c'est assez important parce que il y a quand même une petite morale avec ce que tu dis, c'est que au bout d'un moment, il peut y avoir des gens qui occupent votre appartement, pour faire une métaphore. Et vous décidez de lui demander de sortir parce que c'est chez vous. Mais il y a aussi des situations où les gens sont chez vous parce que vous abandonnez votre propre appartement. Exact. Donc maintenant, on parle de réappropriation comme si c'était quelque chose d'agressif de la part des gens qui réclament leur dû, mais ce n'est pas de la réappropriation, c'est de l'abandon pur et dur de périmètre de votre culture. Et il faut absolument pas faire ça. C'est valable pour les Antillais et les Africains, les Caribéens et les Africains. Donc les gars, si vous voulez pas vous faire dépouiller, si vous voulez pas qu'on se fasse dépouiller de notre capital culturel, de notre histoire, n'abandonnez pas le terrain, occupez le terrain. Voilà, ça fait clairement partie des richesses. Et surtout, pour parler du Bogolan, ce tissu n'était pas considéré comme un tissu noble. Aujourd'hui, que les couleurs vives de l'Afrique, que tout ce pan de l'histoire culturelle africain ou négro spirituel a été occulté, il y a une espèce de mode. L'Europe n'est qu'un continent. L'Afrique est la terre-mère. Exact. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. On a tellement donné au monde, c'est pas se réapproprier, c'est apprendre, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le travers de vouloir cacher sa francité, parce que nous sommes français. Caribéens, d'Afrique francophone, nous sommes français. Revendiquons-le avec notre créolité.
comme dirait Glissant. Parce que nous, que ce soit africains, de Guyane, de Guada, de Madinina, on a cette créolité parce que nous sommes le cul entre deux cultures. C'est même pas le cul entre deux cultures. Nous avons englobé tout un pan de la culture française qui vient d'Afrique, qui vient des Caraïbes et qui vient de la France métropolitaine. Et si on se le refuse, parce qu'on a souvent tendance à prendre comme exemple les Américains, on n'a pas la même histoire, mais les Noirs américains ont compris une chose. On peut critiquer l'Amérique, mais c'est chez nous. Le jour où nous accepterons qu'on est Noirs français, avec notre culture francophone, on fera un grand pas dans le futur pour nos enfants. Et le jour où un Noir français au calme pourra critiquer la France jusqu'à ce que personne lui dise « si t'es pas content, rentre chez toi », et ben là, tu vois, on aura fait un grand pas. Je vous rappelle que vous étiez bien sur Street Diamond, 19h, 22h, sur Radio RGB. LPDO. Dernière chose, le jour où cette personne voudra nous critiquer, dites-lui que Félix Eboué, dont on voit le nom à Dominil en dessous, descendant d'esclaves, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, a refusé de rejoindre Pétain. Il a rejoint De Gaulle. Il a sauvé la France. C'est chez nous ici. Nous sommes chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et tu sais quoi, aujourd'hui, on était avec Nadine Mateki dans le building. Et Shekanta Mateki. Qu'on peut retrouver sur son site internet Nadine Mateki, donc NADEENMATEKY.com, donc nadinemateki.com. Et sinon sur ses réseaux sociaux, hein, donc Nadine Mateki sur Instagram bien sûr et Facebook. Donc n'hésitez pas, et on a hâte de la voir en mars sur Canal Plus Africa pour sa dernière émission, la dernière émission où elle fait partie du jury coiffure Kitoko. LPDO, je te remercie d'être passé dans le building, de donner aussi des good vibes. C'était frais, ouais. Il a cassé la baraque. Et merci pour l'invite, hein, les gars. Bah non, c'est nous, on a kiffé. Je crois que je vais squatter. Ouais, tu postules? C'est comme ça. Ouais, Street Diamond. Oh, mais de toute façon, t'es tamponné, t'es validé Street Diamond. Hein. Voilà, il n'y a pas de langue de bois. Donc, c'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB, sur streetdiamond.fr, radio RGB.net et 99.2 FM. Kelly, t'as kiffé? Franchement, c'était bien. Bravo. Bien. Bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et pour terminer cette émission, je vais terminer par une petite phrase d'un rappeur. Hein, parce qu'on aime bien critiquer le rap négativement, qui s'appelle Nicky Lars et qui avait cette parole: wax partout, Afrique nulle part. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine.